Maintenant, la bienvenue aux représentants de l'Union des consommateurs. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé et que nous procéderons par la suite à une période d'échange avec les membres de la commission. Dans un premier temps, je vous demanderai de vous identifier et de faire votre présentation. Allez-y. Bonjour, mon nom est Marcel Boucher. Je suis responsable des affaires juridiques et de la recherche pour l'Union des consommateurs. Gabrielle Roel, conseillère budgétaire à l'ACEP du Sud-Ouest de Montréal et membre de l'Union des consommateurs. Bonjour, Isabelle Chicoine, conseillère budgétaire également à CEF Montérégie-Est et membre de l'Union des consommateurs. Madame la ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Nous vous remercions pour l'invitation à venir vous présenter nos commentaires sur le projet de loi 134. Les associations consommateurs qui travaillent sur le terrain observent et luttent depuis longtemps contre le problème lié à l'endettement que vivent les nombreux consommateurs québécois. Nous sommes donc bien au fait du besoin réel d'une modernisation de certaines règles relatives au crédit. Nous ne pouvons que nous réjouir des développements sur cette question survenus au cours de la dernière année. Union de consommateurs est un organisme à but non lucratif dont la mission est de représenter et défendre les consommateurs en prenant en compte de façon particulière les intérêts des ménages à revenus modestes. Union regroupe 12 organismes de défense des droits de consommateurs, dont 10 associations coopératives d'économie familiale, les ACEF, qui font de l'intervention budgétaire et de l'éducation financière depuis plus de 50 ans auprès des ménages québécois. Nous avons participé depuis 2010 aux différentes consultations menées par l'Office de la protection consommateur dans le cadre des travaux visant la modernisation, notamment des règles relatives au crédit à la consommation et à la lutte au surendettement. Nous sommes heureux, après cette longue attente, qu'un nouveau projet de loi soit enfin à l'étude. D'entrée de jeu, nous tenons à exprimer notre satisfaction à l'égard de la création du ministère de la protection des consommateurs et de l'habitation. Nous espérons que la ministre saura rappeler à tous les autres ministères que la protection des consommateurs est essentielle, que de nombreuses lois, projets de loi ou autres réglementations peuvent avoir un impact important sur les consommateurs et que leurs intérêts doivent constamment être pris en compte. Nous vous présenterons en 8 minutes quelques éléments que nous trouvons essentiels. Nos observations détaillées se retrouvent dans notre mémoire. Le projet de loi 134 n'a pas une portée aussi large que le projet de loi précédent en la matière, le projet de loi 24, mort au feuilleton en 2012. Toutefois, le projet de loi 134 contient des dispositions qui n'étaient pas présentes dans le projet de loi précédent, notamment concernant les contrats de service, de règlement de dette et de redressement financier. Nous y revenons plus tard. Union de consommateurs se réjouit particulièrement de l'introduction du principe du prêt responsable dans la LPC. Trop souvent, des personnes se voient octroyer du crédit au-delà de leur capacité de remboursement. Dans les ACEF, il n'est pas rare que nous rencontrions des personnes avec 5, voire 10 cartes de crédit et parfois une marge de crédit par-dessus tout ça. Un des cas qui m'ont particulièrement marqué pendant ma carrière de conseillère budgétaire, c'était l'exemple d'une dame âgée que j'ai rencontrée et qui avait un revenu de 950 $ d'une pension par mois. Ça veut dire 11 400 $ par année. Et elle s'est vue octroyer une carte de crédit avec une limite de 35 000 $. Ça veut dire une analyse qui n'a pas été faite de sa capacité de remboursement. Nous accueillons donc très positivement l'introduction du principe de la responsabilisation des prêteurs à cet égard. Toutefois, la lecture des dispositions qui encadrent cette obligation d'évaluer la capacité de rembourser nous fait craindre que cette protection, au-delà de l'affirmation d'un principe, aussi important soit-elle, n'est pas autant de mordant que ce qu'auraient désiré les acteurs du milieu. Par exemple, l'article 103.3 prévoit que le commerçant qui ne procédera pas à l'évaluation obligatoire perdra le droit aux frais de crédit.
C'est, selon nous, une pénalité minimale. De plus, la loi ne prévoit aucune pénalité pour le commerçant qui, après évaluation, accorderait tout de même le crédit demandé. De l'autre côté, nous appuyons l'obligation des commerçants, dans les cas des contrats qui seront définis comme étant à taux élevé, de remettre au consommateur un exemplaire par écrit des documents faisant état de l'évaluation qu'il a faite. Nous sommes d'avis que cette obligation de communiquer ces renseignements devrait être même applicable dans tous les cas et non seulement au contrat des crédits à taux élevés. Il s'agit d'une occasion en or d'informer et d'éduquer le consommateur sur les risques de l'endettement et sur l'effet du crédit sur sa situation financière. Le poids pour les commerçants nous semble par opposition infime puisqu'ils auront de toute façon l'obligation de constituer ces documents. L'absence de contraintes sur la nature et la finalité de l'évaluation qu'imposerait la LPC continue à nous préoccuper et nous sommes d'avis que les dispositions proposées se devraient d'être précisées et les obligations des commerçants plus strictes. Nous rapportons dans notre mémoire quelques exemples de mesures législatives en matière de prêts responsables qui ont été adoptées à l'étranger, notamment la possibilité de diminution, voire de la perte du montant du capital à rembourser, ou encore la possibilité de modification des modalités de remboursement, s'il y a défaut par le commerçant de procéder à l'évaluation prescrite. Nous invitons les législateurs québécois à s'en inspirer et d'apporter aux dispositions proposées les modifications nécessaires avant l'adoption. L'industrie des redresseurs financiers et de règlement de dette fait des ravages depuis trop longtemps. Déjà dans les années 80 et 90, ces entreprises faisaient l'objet de plaintes, mais poursuivaient leurs activités. Aucune disposition législative ne semble pouvoir les arrêter. Il était donc grand temps, selon nous, que les législateurs québécois s'attaquent à cette industrie et nous nous réjouissons des mesures envisagées dans le projet de loi 134. Cela dit, nous venons de compléter une recherche sur les entreprises de règlement de dette et de redressement financier qui nous a permis d'identifier certaines pratiques commerciales et représentations qui désavantagent outrageusement les consommateurs qui ont recours à ce type d'entreprise dans l'espoir de sortir de leur situation financière difficile. Notre recherche nous a amenés à soulever un doute sérieux sur la nécessité même de ce type d'entreprise, de tout avantage réel pour le consommateur que peuvent constituer ce type de services que nous estimons être intrinsèquement viciés. Nos constats nous amènent à recommander une interdiction complète de ce type d'entreprise, comme ce fut longtemps le cas aux États-Unis. Toutefois, l'interdiction de ce type d'entreprise semble loin d'être l'avenue préconisée par les législateurs jusqu'à présent. Malgré les failles importantes et les résultats mitigés des lois adoptées dans les 5 provinces canadiennes qui réglementent les entreprises de règlement de dette et la seule mesure ontarienne qui encadre dans une moindre mesure les redresseurs financiers, il est essentiel que tout cadre réglementaire qui vise ces deux types d'entreprises comporte certains éléments clés s'il entend d'avoir le moindre effet positif. Notre recherche nous a amenés à conclure que toute réglementation qui offrira une protection, aussi minime soit-elle, aux consommateurs québécois devrait contenir certains éléments qui paraissent essentiels. Notre rapport en dresse une liste. Nous constatons avec soulagement que plusieurs de ces éléments se retrouvent parmi les dispositions à l'étude. Les obligations liées au permis devraient permettre à l'OPC de recueillir avec le temps les outils nécessaires pour justifier éventuellement un resserrement ou une interdiction de ces entreprises. Parmi les autres mesures concernant le crédit à la consommation, nous souhaitons, et nous terminerons notre présentation avec ce dernier élément, vous faire part de nos commentaires sur le versement minimal requis pour le paiement des cartes de crédit. Les taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont tellement élevés que le consommateur qui ne paie que le versement minimal requis
fixé présentement autour de 2 % et parfois même 1 % étire très longtemps la période nécessaire pour rembourser le capital. Un règlement qui fixera un paiement minimal plus élevé aura un effet prometteur sur la santé financière des consommateurs en réduisant la période de remboursement et du même coup le montant total des intérêts. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous vous remercions de votre attention. Merci, Mme Roel. Donc, je vais céder maintenant la parole à Mme la ministre pour une période de 16 minutes. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci, Monsieur Boucher, Mme Roel et Mme Chicoine d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes des partenaires privilégiés de l'Office de la protection du consommateur, je veux dire ça comme ça. Je pense que ma présidente, Mme Galarneau, me mentionnait que justement, dans l'étude que vous avez eu l'occasion de mentionner, Mme Roel, il y aura une analyse qui sera faite en profondeur des différentes points qui auront été soulevés à l'intérieur de votre étude pour voir de quelle manière nous pourrions profiter de l'occasion qu'on a devant nous alors qu'on étudie toutes les questions qui sont relatives au crédit pour pouvoir peut-être profiter du fait qu'on a un projet de loi pour pouvoir venir bonifier ce qu'on a. Vous savez qu'une consultation a pour but vraiment d'entendre ce que les gens ont à dire, les pour et les contre, qu'on doit quand même trouver un juste équilibre quelque part aussi. J'ai pris moi-même connaissance de différents cas au fil des années, comme la plupart de mes collègues, j'en suis convaincue. Le cas dont la députée de Marie-Victorin faisait état, qu'on a vu dans le Journal de Montréal, il y a des cas de crédit qui sont totalement pathétique. Donc, je pense que le choix qui a été fait par ma prédécesseur au départ, et la députée de Marie-Victorin indiquait à juste titre qu'il y a déjà eu un projet de loi qui a été déposé, il y a eu un changement de gouvernement, le projet de loi est tombé, on a ramené un autre projet de loi, mais évidemment, je pense que le fait d'avoir une ministre qui s'occupe à temps plein de la protection du consommateur et de l'habitation va faire en sorte qu'on va pouvoir certainement procéder plus rapidement. Donc, évidemment, je pense que le fait que nous soyons en commission parlementaire près d'une semaine après mon assermentation, je pense que ça doit démontrer et envoyer un signal clair qu'on va aller de l'avant avec l'adoption d'un projet de loi. Évidemment, je ne peux pas présumer de ce que feront mes collègues non plus, mais je pense que c'est important d'entendre également qu'il y a un esprit de collaboration qui règne au sein de ces questions de protection du consommateur. D'ailleurs, on a proposé à mes deux collègues porte-parole des dossiers d'avoir une rencontre avec l'Office de la protection du consommateur hier pour justement se saisir des grandes lignes du projet de loi. Et je peux vous dire qu'il y aura certainement des bonifications suite aux propos que vous nous avez tenus dans le projet de loi comme tel. J'aimerais vous entendre, par contre, sur l'analyse du crédit obligatoire. Lorsque vous dites que tout le monde devrait déposer systématiquement, j'aimerais que vous nous disiez, parce que je pense que pour les personnes qui écoutent aussi, ça peut être important de comprendre pourquoi ça, c'est un point qui vous apparaît tout à fait essentiel. Comme quoi on doit obliger. Vous avez certainement dû entendre des histoires d'horreur sur des gens qui pensent qu'ils ont une capacité de crédit, finalement, ils ne l'ont pas parce que cette analyse-là n'est pas faite. Donc, je vais vous demander si vous pourriez nous en parler un peu plus. Je pense que pour nous, en fait compte, évaluer la capacité de remboursement, c'est un point qu'on défend, une revendication qu'on porte depuis longtemps. Dans les ACF, on rencontre des gens qui ont des problèmes d'endettement ou qui veulent simplement apprendre comment faire un budget. Et un des éléments qu'on constate, en fait compte, avec les gens qui ont des dettes ou des gens qui n'ont pas de dettes, que la méconnaissance entourant le fonctionnement du crédit est très grand. Les gens ne comprennent pas cet outil qui est très puissant, qui s'est beaucoup démocratisé. Tout le monde a aujourd'hui accès à une forme de crédit ou une autre. Par contre, qui a aussi beaucoup de dangers. Il y a des pièges dans lesquels on peut tomber. Et un des pièges, c'est le surendettement. Les gens nous disent toujours,
j'ai 3, 4, 5, 10, je pense que le record qu'on a vu, c'est 15 cartes de crédit, avec des limites qui peuvent aller du 5 000 $ ou 10 000 $ à 50 000 $. Et les gens qu'on rencontre ont toujours l'impression, si l'émetteur du crédit m'accordait une telle carte de crédit avec une telle limite, ils ont certainement fait une étude exhaustive de ma situation financière et s'ils pensent que je mérite une carte avec une limite de 10 000 ou 20 000 $, que je suis capable de rembourser. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas pour les cartes de crédit ou de moins en moins. Et on voit, en fait, compte au contraire que les gens qui s'approchent de leur limite de crédit, au lieu de peut-être faire un signal d'alarme et parler aux consommateurs pour un peu réfléchir sur leur situation, l'institution financière va au contraire augmenter leur limite de crédit. Ça veut dire, on voit, comme l'exemple que j'ai mentionné, des situations où la limite accordée ne correspond pas du tout à la capacité de remboursement. Et bien sûr, la personne pourrait faire cette analyse, mais on trouve que les prêteurs, justement, aussi ont une responsabilité de voir avec le consommateur est-ce qu'ils sont capables de rembourser un crédit qui était accordé. Madame la ministre. Oui, je vais parce que vous avez parlé dans votre mémoire sur le fait qu'il y a des gens qui vont demander un dépassement de la limite de crédit. Là, je vous ai entendu sur les détenteurs de cartes de crédit qui en ont plusieurs avec beaucoup de capacité de crédit à leur portée de la main. Nous parlons des personnes. Là, j'aimerais vous entendre parler sur les gens qui ont une capacité de crédit. Exemple, une personne qui a une carte de crédit avec une plus petite marge parce que c'est sa première carte ou parce que c'est voulu, c'est comme ça. Il y a des personnes aussi qui ont une relation saine avec le crédit. Mais à partir du moment où tu as, exemple, que 1 000 $ sur ta marge de crédit, sur ta carte de crédit, et oups, il y a un imprévu, que ce soit en voyage, que ce soit un bris majeur de véhicule ou autre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait que à l'intérieur du projet de loi qui est déposé tel quel, qu'on puisse permettre un dépassement d'une certaine manière, parce qu'il y a aussi des gens qui demandent, plutôt que d'aller chercher une deuxième carte de crédit, d'avoir une autorisation pour pouvoir dépasser la marge de crédit qui leur est allouée. Madame Rouen. Il y a deux aspects à cette question. Je pense qu'on se réjouit beaucoup que dans le projet de loi, le fait, en fait compte, il est le fait que c'est pas permis d'augmenter une limite sans le consentement exprès du consommateur soit affirmé et clarifié. Parce que malgré cette interdiction qui existe déjà, dans la pratique, on le voit couramment que la limite des consommateurs est augmentée sans que les gens soient au courant de ce fait et sans qu'ils ont donné leur consentement. La question de est-ce qu'on devrait permettre un dépassement, on trouve ça un peu difficile parce que c'est clair que ça, c'est dans l'intention de dépanner quelqu'un. De l'autre côté, il est déjà pas recommandé, si on a une limite sur sa carte, de se rendre proche de la limite. On devrait toujours se garder une marge de manœuvre. Et il y a beaucoup de gens qui se fient sur le fait que quand la limite est atteinte, ils vont être arrêtés. On voit ça souvent dans les cas des joueurs compulsifs, par exemple, des gens aussi qui sont des acheteurs compulsifs. Ils ont une certaine limite sur leur carte de crédit et ils se fient sur le fait qu'à un moment donné, ils vont être arrêtés. C'est ça la limite auquel ils ont consenti et c'est ça la limite de leur capacité de rembourser. Au lieu de dire, parce que pour nous, une limite, ça devrait être une limite. Pour nous, ça fait pas vraiment du sens de dire qu'on vous accorde une limite de 5 000 $, 10 000 $, mais dans le fait, vous pouvez dépasser. De combien? 10 %, 15 %, 20 %? Pourquoi fixer une limite plus bas dans un premier temps? Et peut-être au lieu de
de cibler certains cas d'accidents, des imprévus d'une chambre d'hôtel suite à un accident de voiture, un bris de voiture. On pourrait peut-être dire aux gens, parce que ça prend pas grand-chose, ça prend un appel à notre émetteur de crédit pour demander une augmentation de notre limite de crédit. Ça veut dire, au lieu de cibler ces certains cas d'exception, on trouve qu'on devrait peut-être plutôt appuyer sur le principe que la limite, c'est la limite, pour que l'ensemble des consommateurs puissent se fier sur ce fait. Merci. Madame la ministre. Non, il y avait la députée de Fabre. Madame la députée de Fabre. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Alors, très heureuse d'être ici. C'est ma première présence à cette commission, alors j'en suis très heureuse. J'aurais une question par rapport à la préoccupation que j'ai, et là, je fais appel évidemment à votre rôle à l'Union des consommateurs, mais aussi à votre expertise terrain comme ACEF aussi. La préoccupation spécifique envers les jeunes qui sont, bien sûr, très tentés par la première expérience du crédit. Est-ce que vous avez une préoccupation particulière, spécifique, afin de protéger les jeunes face à une première expérience de crédit? J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, on a des préoccupations particulières pour différentes clientèles qui peuvent être plus vulnérables. Notre approche en général pour la loi sur la protection du consommateur, c'est de viser la protection de l'ensemble des consommateurs. S'il y a des consommateurs jeunes qui ont ce problème-là, le même problème peut se refléter dans l'ensemble de la population. On n'a jamais trouvé que c'était une excellente idée de partir avec le principe on va faire des règles particulières pour les jeunes. Cela dit, l'endettement des jeunes, oui, c'est problématique, ça peut l'être, et il y a des hameçons qui sont lancés aux jeunes. Par exemple, c'est pour ça qu'on en parle dans notre mémoire, on en a déjà parlé, on en a parlé lors du projet de loi 24, la sollicitation au crédit qui se fait dans les institutions d'enseignement. On trouve ça épouvantable. Vous allez voir dans notre mémoire, on le détaille un peu plus. Donc, cette préoccupation-là pour l'endettement des jeunes, oui, on la retrouve dans ça. Quelque chose qui n'a pas été reporté au projet de loi qui est présentement à l'étude, qui devrait peut-être l'être. Merci pour votre réponse. Merci, Monsieur le Président. C'est tout. Madame la ministre. Dans votre mémoire, vous proposez que l'état de compte, lorsqu'on reçoit son état de compte sur ses cartes de crédit, exemple, que l'état de compte indique, en plus de l'information sur la période de remboursement, le montant total en dollars des intérêts que devra payer le consommateur si seul le paiement minimum est effectué à chaque période. Est-ce que vous pourriez, mettons, nous imaginer quelqu'un qui a une carte de crédit, mettons, à 1 000 $, puis qui fait que le paiement minimum, combien de temps ça peut lui prendre pour rembourser sa carte de crédit s'il ne fait que le paiement minimum au taux actuel de 5 %? Madame. Vous me demandez si je peux le calculer présentement. Non, je ne peux pas le calculer. On peut le calculer assez rapidement. Si on se dit que on a une carte de crédit à 20 % qu'on paye 2 % par mois, c'est-à-dire qu'on va payer 24 %, donc il y a 4 % du capital qui est payé. C'est grossier comme calcul, là, mais ça donne à peu près ça. Fait que calculer, chaque année, on paye 4 %, combien de temps ça va prendre pour payer le sol? C'est énorme. Il y a des calculs qui sont faits, je pourrais, si vous voulez, vous trouver des références là-dessus. Il y a des calculs qui ont été faits sur les temps de remboursement. La question qu'on soulève dans notre mémoire, c'est qu'est-ce qui parle le plus aux consommateurs? Si on veut vraiment faire peur aux consommateurs, là, quand on lui envoie l'état de compte, qu'est-ce qui va le réveiller? Qu'est-ce qui va le choquer le plus? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le consommateur va regarder ça et va dire il faut que je fasse quelque chose, ça n'a pas de sens, le montant que ça va me coûter. Puis je pense que c'est le montant que ça va y coûter qui risque le plus de choquer le consommateur. Parce que le temps, oui, mais présentement, je peux faire ces paiements-là, alors je les fais, ça va bien, puis je les ferai plus longtemps, puis un jour, je ferai des plus gros versements et tout ça. Mais si on voit le montant, tu dois 4 000 $, tu vas payer en bout de compte. Si tu fais que le paiement est minimum, tu vas payer en bout de compte 2 fois, 3 fois ce montant-là. Je pense que c'est susceptible de réveiller les gens.
Merci. Madame la ministre, il reste 2 minutes. Merci. J'aimerais peut-être vous entendre sur le fait qu'on puisse dorénavant mettre fin à une responsabilité conjointement, solidairement, sur une carte de crédit ou sur un prêt, sur le fait qu'on doit au moins prouver qu'on a avisé la personne conjointe ou l'ex-conjoint. Je pense qu'on va donner ça comme exemple, parce que vous aviez passé des commentaires là-dessus dans votre mémoire. Moi, je pense qu'il est sain, lorsqu'il y a une séparation, qu'on puisse dire non, je ne serai plus conjointement, solidairement responsable de la carte de crédit du prêt. C'est réclamé depuis longtemps. Je pense que ça va faciliter aussi souvent des séparations ou des divorces, parce qu'il m'apparaissait logique de faire quelque chose comme ça aussi. Je l'entends bien, mais par rapport au fait qu'on doit informer ou au moins prouver à son institution financière qu'on a informé l'autre partie qu'on veut le mettre fin, vous aviez inscrit des choses dans votre mémoire par rapport à ça? Oui. Effectivement, il faut que quelqu'un puisse mettre fin à la solidarité pour les dettes à venir. C'est clair qu'on ne parle pas des dettes passées qui ont été... C'est comme ça que ça a été contracté. Pour les dettes à venir, il faut que le consommateur puisse mettre fin à la solidarité. La solidarité, c'est un engagement, c'est une garantie que l'institution financière, le prêteur, quoi que ce soit, a avec le consommateur. Avec les deux consommateurs, je veux bien, mais avec le consommateur qui veut y mettre fin. Il nous est difficile de justifier qu'on ajoute des conditions supplémentaires au simple fait qu'on ait à dire au prêteur, au créancier, je ne serai plus responsable avec cette personne-là. Révise le dossier s'il le faut. Regarde si le montant qui est alloué, par exemple, sur la carte de crédit, si tu veux continuer à avoir juste un responsable pour ça, refais les calculs, fais ce que tu dois, mais moi, je ne veux plus être responsable de ça. Dans nos discussions avec l'Office de protection du consommateur, on disait que, évidemment, dans un monde idéal, on veut que tout le monde ait des bonnes relations, puis si je veux mettre fin à la solidarité que j'ai avec quelqu'un, je vais lui en parler et je pourrais en aviser l'institution financière. Mais on ne se retrouve pas toujours dans la réalité, dans un monde idéal. Il y a des situations où les relations vont être difficiles, où je ne pourrais pas nécessairement, où je ne voudrais pas nécessairement, on pense par exemple aux ruptures de couple, où je ne voudrais pas ou ne pourrais pas nécessairement être en contact avec l'autre personne. Et cette obligation supplémentaire-là va être un obstacle qui va faire que peut-être que je vais rester solidaire et peu importe ce qui se passera par la suite pour la dette. Là. Ce que nous suggérons dans le mémoire, c'est que le débiteur ait à informer le créancier. Est-ce que l'autre partie a été informée ou pas de cette fin de solidarité? C'est tout, de faire cesser-là cette obligation-là. S'il y a des gens qui ont une preuve, qui ont envoyé un courrier ou un courriel ou quoi que ce soit, qu'ils la fournissent, évidemment. Les gens qui ne l'ont pas, qui ont un problème pour la fournir, on ne devrait pas leur imposer cette obligation-là. Merci. Madame la ministre, un court commentaire. Un court commentaire, c'est... Moi, je pense qu'on peut s'envoyer des courriels. On n'est pas obligé d'avoir la réponse de l'autre, mais je pense qu'à partir du moment où on est capable de donner à l'institution financière copie du courriel qu'on a envoyé à l'ex-conjoint disant que nous voulons mettre fin conjointement, solidairement, aux engagements futurs, si c'est fait par un avocat ou si c'est fait par la personne elle-même et qu'à la seule preuve du courriel en CC, exemple, en copie conforme, est-ce que ça serait quand même acceptable? Parce qu'un courriel, tout le monde communique ensemble. Absolument. C'est facile. Notre position là-dessus, c'est ce que j'essayais de vous communiquer tantôt. Si quelqu'un peut le faire, s'il n'y a pas de problème, si c'est simple et efficace, pourquoi pas, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on propose dans notre mémoire, dans les cas où c'est possible, bien sûr, faisons-le, mais il y a un paquet de cas où c'est impossible. Il faudrait que la loi prévoie à tout le moins une échappatoire pour les gens qui ont un problème, par simple déclaration que non, je ne peux pas aviser l'autre personne, ou il y a un problème, ou je préfère ne pas, ou... On pense particulièrement au cas de violence conjugale où vraiment le contact peut être extrêmement difficile après une rupture. Merci. J'essaie de maintenant la parole à Madame la députée de Marie-Victorin pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous d'être présent aujourd'hui avec nous en commission parlementaire. Ça me fait plaisir de vous recevoir pour présenter le point de vue justement de la protection des consommateurs. Dans votre présentation, dans votre mémoire, il y a un point qui m'a particulièrement intriguée, c'est le fameux devoir de conseil que vous évoquez auprès donc des prêteurs. Vous nous avez donné dans votre mémoire l'exemple de la France. J'aimerais voir un peu comment vous considériez l'application de ce devoir de conseil-là dans le cas québécois.
pour éviter aussi les conflits d'intérêts entre les prêteurs et ceux qui contractent le crédit. Allez-y, M. Boucher. Cette mention-là du devoir de conseil en France, ce n'est pas quelque chose qui, d'après nous, présentement, pourrait être applicable au Québec. Justement à cause des problèmes de conflit d'intérêts, les gens avec qui le consommateur va faire affaire pour obtenir un prêt ne sont pas nécessairement compétents pour donner des conseils. C'est un exemple qu'on donnait pour montrer que cette obligation-là de vérifier la capacité de payer, cette responsabilité des prêteurs peut aller très loin. On le voit dans certaines juridictions étrangères, ça peut aller très, très loin. On le donnait comme exemple. Afin de dire aux législateurs québécois, il ne faut pas avoir peur d'aller loin. Il y en a d'autres qui sont allés loin, le monde ne s'est pas écroulé et la situation semble être plus sous contrôle sur ces questions-là. Ce sur quoi nous insistions dans notre mémoire pour ce qui est du devoir de conseil, c'est que le prêteur remette les documents sur lesquels il se base, bref, son évaluation, les documents ou la conclusion de son évaluation, pour que le consommateur ait en main, pour qu'il soit informé de qu'est-ce qu'on regarde quand on doit évaluer est-ce que j'ai la capacité de rembourser un crédit et qu'il l'ait sous les yeux. Qu'est-ce qui a été pris en compte? Qu'est-ce qui a été évalué? Le devoir de conseil et ces renseignements-là, un autre exemple qu'on donne, excusez-moi, je ne sais plus de quel pays, que les renseignements que donne le consommateur doivent être vérifiés, validés par des documents officiels ou quoi que ce soit. On trouve ça aussi, c'est aller très, très loin. Dans le cadre de nos discussions avec l'Office de la protection du consommateur, on réfléchissait à voix haute et on suggérait à un moment donné d'inclure dans la loi un principe que le prêteur va se fier évidemment aux renseignements qui sont donnés par le consommateur, mais sur des renseignements crédibles. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui semble un peu louche, le prêteur devra avoir l'obligation de le vérifier, soit en demandant des documents, soit en demandant une confirmation. Et on donnait l'exemple, quelqu'un parce qu'il veut avoir de l'argent. C'est un des problèmes qu'on retrouve avec ça, l'évaluation de la capacité de payer. Les gens qui ont une capacité de payer réduite, ils en veulent de l'argent. Ils vont voir un prêteur parce qu'ils veulent de l'argent, pas pour se faire dire « tu n'as pas les moyens de rembourser », parce qu'ils veulent de l'argent. Ils risquent. Il y a une possibilité qu'ils disent au prêteur ce qu'il veut entendre pour avoir l'argent qu'ils veulent. La responsabilité du prêteur reste là quand même. Il doit évaluer est-ce que la personne a la capacité de payer. C'est pour ça que dans la juridiction étrangère qu'on mentionne, il y a cette obligation de vérification aussi. Alors, peut-être que dans la loi, on devrait indiquer que dans le règlement, parce que ça reste à venir, parmi les choses à vérifier, les choses devront être vérifiées pour que à partir du moment où les renseignements sont crédibles, ils peuvent être pris en compte. Autrement, non. Madame la députée. Merci beaucoup. Vous parliez aussi des sanctions, selon vous, qui ne seraient pas assez sévères dans votre mémoire. Puis j'aurais aimé savoir, à votre avis, quelles sanctions donc devrait-on appliquer pour que vraiment il y ait un effet dissuasif sur les gens qui proposent du crédit? M. Boucher. Je vous disais tantôt que le législateur québécois ne doit pas avoir peur d'aller trop loin. On peut aller très, très loin. On donne l'exemple, c'est la Suisse, je crois, où la loi prévoit que le prêteur va perdre le capital. Et on se dit jusqu'à un certain point, c'est parfaitement normal et logique. On est un groupe de défense des droits des consommateurs. On se dit, c'est parfaitement normal et logique. Le prêteur va recevoir un consommateur, va évaluer, est-ce que la personne a la capacité de rembourser l'argent que je lui prête? Réponse, non. Et il lui prête l'argent. On se dit, bon, le prêteur prend un risque. Il prend un gros risque. Comme quelqu'un qui parierait sur les chevaux, il prend un gros risque. Si ça ne paye pas, il perd tout. Et on se dit que ça serait logique, ce serait plus équitable pour le consommateur qui emprunte et qui va faire confiance jusqu'à un certain point au prêteur. Si le prêteur évalue, mais ça c'est dans les cas extrêmes, là, si le prêteur évalue que l'emprunteur n'aura pas la capacité de rembourser, c'est un gamble. S'il le perd, il perd tout. J'imagine que dans la loi, ce qu'il faudrait prévoir pour aller jusque-là, ce sont des étapes, des manquements, des étapes de gravité du manquement. Mais le manquement le plus grave devrait entraîner les conséquences les plus graves. Il faut que
la loi ne prévoit pas que si l'évaluation est négative, c'est-à-dire que le prêteur fait l'évaluation de la capacité de payer, il conclut que la personne n'a pas la capacité de payer, il peut quand même lui prêter, la loi ne l'interdit pas. Dans certaines circonstances, ça peut être justifiable, peut-être que la pénalité maximale ne devrait pas s'appliquer. Dans d'autres cas, il y a sûrement des motifs qui permettraient de l'appliquer. Madame la députée. Merci beaucoup. Oui, donc je comprends les sanctions, mais est-ce qu'en ce moment, selon vous, l'OPC est présentement en train de faire respecter ces obligations-là? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont allouées à ça? De quelle obligation parlez-vous? Les sanctions qui sont prévues. Ah, les différentes sanctions. Est-ce que l'Office a suffisamment de ressources pour faire ça? D'après nous, comme groupe de défense des droits des consommateurs, l'Office de protection du consommateur n'a pas suffisamment de ressources et n'en aura jamais assez. La protection du consommateur est essentielle. On mentionnait tantôt la place de la protection du consommateur et la joie que nous éprouvions de savoir que quelqu'un va siéger au Conseil des ministres et va avoir comme préoccupation constamment la protection du consommateur. Qu'on parle de finances, qu'on parle de transport, qu'on parle de quoi que ce soit, il y a toujours une préoccupation pour la protection du consommateur qui devrait être présente. Là, il va y avoir quelqu'un au Conseil des ministres qui est nommé pour faire ça. C'est sa job. C'est à ça qu'elle doit penser et qui doit intervenir dans tous les dossiers. On se réjouit de ça. Est-ce que si un ministre de la protection du consommateur fait ça, l'Office a présentement assez de ressources? Jamais de la vie. Il va avoir d'autant plus de dossiers, il va avoir d'autant plus de choses à faire, d'autant plus de surveillance, d'autant plus de sanctions. Voilà, ressources, s'il vous plaît. Sur un autre sujet, les fameux programmes de fidélisation, vous dites dans votre mémoire, vous l'avez un peu expliqué, qu'on ne retrouve pas l'interdiction donc de la perte de valeur des points. Même on le circonscrit là, ouvertement dans le projet de loi que c'est possible que ça arrive. Puis on comprend effectivement, c'est un peu comme de la vraie argent avec l'inflation. C'est possible que on dise qu'il y a un bien qui peut valoir plus de points au fil du temps que dans les années, par exemple, précédentes. Mais il y a plusieurs cas là, depuis quelques mois qui commencent à apparaître. Moi-même, à mon bureau de circonscription, j'ai eu des citoyens qui sont venus me voir que leurs points avaient perdu, par exemple, une valeur de 20 % depuis le mois de janvier. Puis ils trouvaient que cette situation-là était totalement injuste. Et je les comprends parce que ça représentait des valeurs, par exemple, autour quand même de 1 000 $. Je me demandais si vous recommanderiez d'interdire totalement la perte de valeur des points ou vous fixeriez le pourcentage à un certain niveau? Nous n'avons pas pensé à la solution idéale. Ce que nous soulignons dans le mémoire, c'est que cette porte-là reste toujours ouverte pour le commerçant. Et la dévaluation peut être, s'il n'y a rien qui, c'est pas couvert du tout, s'il n'y a aucun plafond, s'il n'y a aucun encadrement, ça peut être n'importe quoi. Le commerçant peut prévoir dans son contrat, je peux dévaluer à la valeur que je veux et le lendemain, il dévalue de 90 %. C'est dangereux. Ce sont effectivement des problèmes dont on a entendu parler récemment, ces problèmes de dévaluation-là. D'après nous, la loi ou le règlement devrait prévoir quelque chose. Prévoir quoi? Je ne sais pas, mais ne rien dire nous semble dangereux. Madame la députée, moins d'1 minute. Oui, mais peut-être très rapidement, là, dans une optique de bonification du projet de loi, on sait que c'est en 2 phases, mais que cette phase-ci vise davantage les consommateurs vulnérables. On a parlé de la sollicitation sur les campus, en fond, dans les établissements d'enseignement. Est-ce que vous voyez aussi des mesures qui sont manquantes dans le projet de loi et qui auraient leur place dans un projet de loi qui vise les consommateurs plus vulnérables? Le projet de loi qui est sur la table présentement va déjà demander un certain travail d'étude, d'ajustement. Vous me demandez si est-ce que des choses devraient être ajoutées avant qu'il soit passé au vote? Si vous avez des mesures spécifiques que vous voyez qui sont manquantes, effectivement, dans le projet de loi. Il y en a plein des mesures spécifiques qui sont manquantes. Le projet de loi 24 a été coupé parce que l'idée était de déposer sur les mesures les plus urgentes un projet de loi qui était susceptible de faire son cheminement et d'être adopté. Si vous me demandez s'il y a des mesures manquantes, je pourrais vous en donner pour le reste de la journée des mesures manquantes à la protection du consommateur. Des mesures urgentes, justement, qui visent les consommateurs les plus vulnérables. C'était ça le sens de ma question. Merci, Madame la députée. Monsieur Boucher, rapidement.
Nous faisons confiance, maintenant qu'il y a un ministre de la Protection du consommateur, qu'il va y avoir un nouveau projet de loi aux 6 mois pour faire les phases suivantes et les choses urgentes. Merci, mais j'essaie de mettre la parole à M. le député de Johnson pour une période de 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. Dans votre mémoire, vous mentionnez, quand vous parlez pour évaluer le crédit d'une personne, d'utiliser le revenu disponible au lieu d'utiliser une forme de ratio d'endettement. Je comprends très bien le bien fondé. Dans le fond, on veut savoir, ultimement, à la fin de chaque mois, il reste combien de sous à la personne dans son portefeuille pour être capable de contracter un emprunt. Mais dans la réalité, chaque personne est un cas, ça, au niveau du revenu disponible. Qu'est-ce qui intervient dans le revenu disponible? Alors, qu'est-ce que vous suggérez ou comment vous voyez que ça serait applicable qu'on essaye de s'orienter vers le revenu disponible plutôt que vers quelque chose d'un peu plus général qui est le ratio d'endettement? Le règlement va prévoir les éléments dont devra tenir en compte le prêteur. Ça va être la façon de faire. Il faut faire une grille, d'après nous, il faut faire une grille qui va ressembler à une grille de budget. Qui va détailler, qui va essayer de trouver le revenu disponible, combien à la fin du mois, une fois toutes les dettes payées, une fois l'impôt payé, une fois les obligations de base, le loyer, la nourriture, il te reste-tu suffisamment d'argent pour payer une dette supplémentaire? Donc, c'est ce que nous présumons jusqu'à maintenant. On va voir quand le règlement va être déposé. C'est ce que nous présumons que le règlement va proposer. Une grille d'analyse qui va ressembler à une grille de budget qui prend les grandes lignes pour voir le revenu disponible applicable à un nouvel emprunt. OK. Alors, vous pensez vraiment que l'idée d'utiliser le revenu disponible, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, là? Oui. Non, c'est parce qu'il y a une vague de dépenses qui entrent dans un budget d'une personne, puis chaque personne est différente. D'arriver avec un formulaire gouvernemental qui va être soumis aux différents prêteurs, qui va venir couvrir l'ensemble des dépenses qu'un individu peut avoir, je veux dire, on peut en avoir pas mal de pages. Vous me dites que chaque cas est individualisé. Oui, et ces nouvelles dispositions de la loi visent justement à ce qu'une évaluation personnalisée soit faite. Donc, oui, il va falloir que la situation personnelle de cette personne-là, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'elle qui est devant moi a la capacité de rembourser? C'est ça, ça va être ça la nouvelle responsabilité du prêteur. Est-ce qu'elle a la capacité de rembourser et idéalement l'informer de est-ce qu'elle a cette capacité-là, est-ce qu'elle ne l'a pas et sur quelle base? Est-ce que, finalement, ce que vous me demandez, c'est est-ce que ça va être compliqué? Oui, je pense que oui. Je pense que ça va être compliqué. Il va falloir que la grille soit bien faite. La grille va être dans le règlement, heureusement, parce que ça va permettre des modifications rapides, parce que la première grille qui va être soumise par règlement, c'est pas certain qu'elle va marcher 100%. Puis que 6 mois plus tard, on va s'apercevoir que, oups, il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte, puis ça ne règle pas tel problème, puis il va falloir modifier le règlement. C'est bien possible. L'idéal pour faire ça, ça aurait été que les gens, avant de faire quelque emprunt ou rendu à tel point, avant de faire un emprunt, les gens soient référés vers quelqu'un qui va faire avec eux un budget de fond en comble pour que la personne soit vraiment au fait de ça. Mais ça, c'est totalement irréaliste. Fait qu'il faut trouver quelque chose entre les deux, puis ça va être le prêteur qui va devoir faire une partie de ce travail-là. On a à l'article 103.1, là, on vient permettre un recours quand on pense qu'il y a une connivence entre le commerçant, mais aussi le commerçant prêteur pour une réparation là, pour le consommateur. Est-ce que, selon vous, ce qui est proposé, est-ce que ça va être applicable? Est-ce que ça va être d'un bénéfice pour le consommateur? Vous parlez de connivence, je ne sais pas de quoi vous me parlez. C'est le recours du consommateur contre un commerçant de crédit qui collabore avec un commerçant vendeur. OK, excellent. Oui, bon, d'abord, voyez-vous, vous me dites connivence, ça m'a trompé. Il s'agit de collaboration régulière. Il ne s'agit pas d'entente pour faire un mauvais coup, là. C'est juste, quand ils collaborent régulièrement, la loi, et c'est déjà le cas, la loi dit qu'il y a certains moyens qui sont opposables aux commerçants qui peuvent être opposables aux prêteurs lors d'un recours qui est fait par eux, en défense donc. Ce que la loi prévoit, ce que la modification de la loi prévoit, c'est que certains moyens vont pouvoir être utilisés aussi en demande. Lorsque le commerçant, lorsque le prêteur ne poursuit pas, qu'il laisse traîner les choses, le consommateur va pouvoir entreprendre lui-même les recours et
entreprendre des recours contre le prêteur. Parce qu'évidemment, le commerçant, une fois qu'il est payé par le prêteur, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à poursuivre et bien souvent, il va disparaître du décor. Et si le consommateur veut essayer d'opposer des moyens de défense, par exemple, le contrat n'était pas valide ou le bien est brisé, ou bref, j'ai des moyens de défense contre le commerçant, mais le commerçant n'est plus là. Je fais quoi? Je continue à payer? Non. Ce que la loi prévoit maintenant, c'est si le commerçant n'est plus là et qu'il y a un problème que tu aurais pu opposer au commerçant, tu peux dorénavant l'opposer au prêteur si le prêteur et le commerçant collaboraient régulièrement. Ça nous semble parfaitement raisonnable. Ça nous semble même ne pas aller tout à fait assez loin parce que il y a des cas où le commerçant est peut-être encore là, il est peut-être pas insolvable, il est peut-être pas en faillite, mais il est sur le bord de. Donc, le consommateur, avant de pouvoir inscrire comme défendeur dans les procédures, le prêteur d'argent va devoir attendre ou va entreprendre des procédures et, en cours de procédure, va s'apercevoir que le commerçant est plus saisissable ou qu'il ne pourra pas payer. Il va falloir recommencer les procédures. Ça ne me semble pas être une bonne idée. Il faudrait prévoir une façon d'intégrer au recours qui est entrepris par le consommateur, intégrer le prêteur immédiatement pour qu'il suive le dossier. Si en bout de ligne, il n'est pas, on laisse la responsabilité au commerçant, bien, ce sera le commerçant qui aura la responsabilité. Mais si jamais elle doit être transférée, bien, il sera déjà au dossier. Et que ça serait votre façon d'aller plus loin. Oui. C'est dès le départ, là, que s'inscrire, qu'on puisse au moins mettre le nom, que la loi permette de mettre le nom du prêteur comme défendeur déjà sur la première procédure, peu importe ce qui se passe pendant la procédure. Puis ça, que les parties collaborent d'une façon régulière ensemble, ça, c'est connu, on prend pour acquis que c'est toujours connu, c'est toujours... C'est une disposition qui est déjà là hein, dans la loi sur la protection du consommateur. Pour les moyens de défense sont opposables aux prêteurs qui collaborent régulièrement avec le commerçant. Et jusqu'à présent, ça a été utilisé, ça ne crée pas de problème particulier. Je ne sais pas en pratique comment si c'est très utilisé, si c'est problématique, mais je sais que c'est utilisé, cette disposition-là. Merci, M. le député. Le temps est écoulé déjà. Monsieur le Président. Donc, je vous remercie pour votre contribution à nos travaux et la Commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures.